Lors des funérailles de mon mari, sa maîtresse s'est levée et a dit « Il ne l'a jamais aimé ». La foule a eu un souffle coupé. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que l'avocat lui tende une boîte en disant « Il a laissé ceci juste pour vous ». Elle l'a ouverte et a commencé à hurler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Aux funérailles de mon mari, la femme avec qui il me trompait s'est levée au milieu de la cérémonie, s'est tournée vers l'assemblée et a dit « Il ne l'a jamais aimé ». Il parlait de moi. Sa voix a résonné dans l'église comme si elle avait toute légitimité d'être là. Ses mots flottaient dans l'air, lourds et tranchants, comme une gifle à laquelle je n'avais pas le droit de réagir. Le silence s'est fait dans la salle. Les gens se sont tournés pour me regarder, certains avec pitié, d'autres choqués, d'autres attendant simplement de voir ce que j'allais faire. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je suis restée assise là, fixant la femme qui avait volé le cœur de mon mari, ou du moins ce qu'il en restait. La main de mon fils était dans la mienne. La poigne de ma mère s'est resserrée sur mon épaule. Mon corps tout entier voulait exploser. Mais je suis restée immobile, car ce que je savais, et qu'elle ignorait, c'est que l'histoire n'était pas terminée. Quelques secondes plus tard, notre avocat de famille, maître Roland Tate, s'est avancé calmement vers l'avant de la salle. Il tenait une petite boîte en bois dans ses deux mains. Tout le monde le regardait, incertain si cela faisait partie de la cérémonie ou s'il s'agissait d'une annonce de dernière minute. Il s'est tourné vers elle, la maîtresse, et a dit sans hésitation « Il a laissé ceci juste pour vous ». Elle a pris la boîte des mains de l'avocat comme si c'était un cadeau, comme si elle avait gagné quelque chose. Elle l'a ouverte, puis elle a crié. Avant les funérailles, je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Pas pour lui. Pas encore. Julien était mort depuis 6 jours. Un accident de voiture, route glissante à cause de la pluie, tard dans la nuit. On a dit que c'était instantané, mais ces détails ne comptaient pas pour moi. Ce qui importait, c'était le silence qui a suivi. Ce genre de silence qui n'est pas paisible, juste lourd. Je me souviens très nettement du matin des funérailles. L'odeur du café que je ne pouvais me résoudre à boire. La façon dont ma mère rajustait sans cesse son collier de perles comme si cela lui donnait quelque chose à quoi se raccrocher. Le bruit de Caleb, mon fils de 10 ans, fermant la fermeture éclair de sa petite veste noire, essayant d'agir comme si c'était juste un autre événement d'adulte, comme s'il ne savait pas que son monde s'était brisé en deux. « Tu es belle », m'a dit doucement ma mère en attachant une broche en argent à mon manteau, comme il sied à une veuve. Je n'ai pas répondu. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Cheveux relevés, maquillage cachant les cernes sous mes yeux, lèvres peintes de la même teinte que celles que je portais le jour de notre mariage. Cela ressemblait à une blague cruelle. Comment j'avais autrefois porté cette même couleur avec l'espoir au cœur et la portais maintenant comme une armure. Le trajet jusqu'à l'église fut silencieux. J'étais assise entre ma mère et Caleb sur la banquette arrière de sa vieille Buick. Il a serré ma main tout le long du trajet, mais je pouvais sentir ses questions bouillonner sous la surface. Il n'avait pas posé de questions sur l'accident depuis le jour où il s'était produit. Il demandait juste sans cesse si papa l'avait vraiment aimé. C'était la partie qui faisait le plus mal. Quand nous sommes arrivés, la première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point l'église était pleine. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Je me demandais combien d'entre eux connaissaient vraiment Julien. Le vrai Julien. L'homme que j'avais aimé, oui, mais aussi l'homme qui m'avait menti, qui souriait tout en effaçant des morceaux de moi dans mon dos. La plupart d'entre eux sont arrivés avec des plats cuisinés et de la sympathie, mais certains apportaient des chuchotements et des regards en coin. Nous étions assis au premier rang, à côté des fleurs que j'avais choisies quelques jours plus tôt. Des lys et des roses blanches. Il les détestait, mais peu m'importait. La cérémonie était pour lui, oui, mais elle était aussi la mienne. Mon moment pour dire au revoir, même si je ne savais pas à quoi je disais au revoir, à l'homme qu'il était ou à l'homme que je pensais qu'il était. Pendant que l'orgue jouait, j'ai balayé la salle du regard. Amis, famille, collègues, même quelques vieux copains de lycée de Julien que je n'avais pas vus depuis des années. Mais ensuite, je l'ai vue. Elle était près du fond au début, debout sous l'arcade comme si elle décidait d'entrer ou non, mince, trop habillée dans une robe rouge qui scintillait à chacun de ses mouvements. Elle se détachait comme une fusée de détresse dans une mer de noir et de gris. Delilah Hart. Je n'avais pas besoin de présentation. J'avais déjà vu son nom sur des reçus, des factures d'hôtel, sur un collier qu'il avait acheté à Noël où j'avais reçu un pull. Et maintenant, elle était là. Je me suis penché vers ma mère et j'ai murmuré, elle est venue. Ma mère n'a pas demandé qui. Elle n'en avait pas besoin.
Ses lèvres se sont pincées et elle a pris ma main. Delilah a descendu l'allée lentement, délibérément, comme si sa place dans cette histoire lui revenait de droit. Ses yeux ont croisé les miens une fraction de seconde. Il n'y avait aucune honte en eux, juste un sentiment de légitimité, comme si elle était là pour réclamer quelque chose. Je sentais que Caleb la regardait aussi, confus, ne comprenant pas pourquoi sa maman s'était soudainement raidie à côté de lui. J'ai lissé ses cheveux, embrassé le sommet de sa tête et j'ai murmuré « Écoute juste les belles choses que les gens disent sur papa ». Il a hoché la tête, encore trop jeune pour comprendre les mensonges que les adultes racontent aux funérailles. Quand le pasteur a commencé à parler, j'ai fixé la photographie de Julian sur l'autel. C'était celle que j'avais choisie, celle où il avait l'air le plus heureux. Je me souviens l'avoir prise. Nous étions à Savannah lors d'un voyage en famille juste après la naissance de Caleb. Julian riait de quelque chose que Caleb avait fait, ou peut-être faisait-il semblant. J'ai fixé cette photo et j'ai essayé de me souvenir de ce que c'était que de l'aimer sans douter. J'ai essayé de ressentir quelque chose de pur, de chaleureux, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était la trahison sous le chagrin. Et tandis que Delilah était assise quelques rangs derrière moi, croisant les jambes et rejetant ses cheveux en arrière comme si elle attendait d'être sous les projecteurs, j'ai réalisé quelque chose. La journée n'allait pas être consacrée à tourner la page. Elle allait être consacrée à la vérité et à la douleur. Et peut-être, si j'avais de la chance, à la liberté. Le pasteur était au milieu d'une phrase quand elle s'est levée. Delilah Hart, vêtue de rouge comme si c'était une célébration, s'est levée au centre de l'église bondée et s'est tournée vers l'avant avec ce genre de calme qui précède toujours la tempête. Ses talons ont claqué une fois contre le plancher en bois alors qu'elle s'avançait. Les gens se sont retournés sur leur siège. Quelques-uns ont murmuré son nom. Certains l'avaient déjà vue, peut-être à des événements professionnels de Julian ou en public. D'autres ne la connaissaient pas du tout, mais pouvaient sentir que quelque chose clochait. Une attention si palpable qu'on aurait pu la goûter. Le pasteur s'est interrompu, confus. Il m'a regardé pour savoir quoi faire, incertain si c'était une sorte d'hommage prévu. Je ne lui ai donné aucune indication. Delilah n'a pas attendu la permission. Elle s'est tournée face au banc et a levé le menton. « Je sais que certains d'entre vous ne me connaissent pas », a-t-elle dit assez fort pour que chaque coin du sanctuaire l'entende. Mais je connaissais Julian mieux que la plupart d'entre vous ne pourraient jamais. Les gens ont bougé sur leur siège. Ma mère s'est penchée et a sifflé, « Nous devrions arrêter ça. » Non, ai-je dit. Laisse-la parler. Parce que je voulais entendre quelle histoire elle s'était construite. Je voulais savoir jusqu'où elle irait pour réécrire la vérité. Delilah a posé une main sur sa poitrine et a dit, « J'ai été dans sa vie pendant 5 ans. 5. Et pas en secret. Il me disait tout. Combien il était malheureux, combien il se sentait piégé, comment il ne pouvait pas être vraiment lui-même à la maison. Certaines personnes ont halté. D'autres évitaient de me regarder. La voix de Delilah tremblait comme si elle pensait être celle qui était en deuil. Il m'a dit qu'il restait seulement à cause de son fils, a-t-elle ajouté, pas parce qu'il l'aimait. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux, juste du triomphe, comme si elle croyait avoir gagné. Je n'ai pas bronché, mais à l'intérieur, je brûlais. Caleb a tiré sur ma main. « Maman, pourquoi cette dame dit ça ?» a-t-il murmuré. J'ai serré sa main. « Ignore-la, mon chéri. » La salle est tombée dans une immobilité étrange. Personne ne savait quoi faire. Le pasteur a essayé d'intervenir. « Madame, ce n'est vraiment pas. » Mais avant qu'il ne puisse finir, une voix venant du fond de la salle a fendu l'air. « Mademoiselle Hart, » a dit Roland Tate, notre avocat de famille, en se levant et en commençant à marcher lentement dans l'allée. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Il tenait une petite boîte en bois dans ses mains, polie, simple, presque comme un écrin à bijoux, mais plus lourde, plus dense. Delilah s'est figée. Son expression a légèrement changé, confuse, puis curieuse. Maître Tate s'est approché de l'avant, s'est arrêté juste avant la chaire et s'est tourné vers elle. Julian a laissé des instructions très précises dans son testament, a-t-il dit calmement. Il a demandé que ceci vous soit remis aujourd'hui, publiquement. Delilah a cligné des yeux, ses bras sont retombés le long de son corps. Elle a semblé incertaine pour la première fois depuis son entrée, mais elle a pris la boîte lentement, comme quelqu'un recevant une récompense. J'ai regardé ses doigts tracer le bord du couvercle. Ses ongles étaient peints du même rouge vin que sa robe. À ce moment-là, l'église était de nouveau silencieuse, non pas en deuil, mais dans l'attente, un suspense feutré qui enveloppait tout le monde dans la salle. Les gens se penchaient en avant sur leurs sièges.
Ma mère était assise, rigide, à côté de moi. Caleb était immobile. Même le pasteur s'était reculé, observant. Delilah m'a jeté un dernier regard, suffisant et assuré, puis a ouvert la boîte. Ce qu'elle attendait, je ne le saurais jamais. Une lettre, peut-être. Une bague. Une dernière déclaration d'amour. Mais ce qu'elle a eu était tout autre chose. Ses yeux se sont posés dessus, et elle a pâli. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle essayait de parler, mais aucun mot n'est sorti. Puis, tout à coup, elle a refermé brusquement le couvercle et a poussé un cri qui a déchiré l'air. Un son brut, guttural, plus que du simple choc. C'était de la rage, de la douleur, de l'humiliation. Elle a laissé tomber la boîte sur le sol, a reculé comme si elle l'avait brûlée, et a dévalé l'allée en trébuchant. Des halètements ont suivi sa sortie. La porte a claqué derrière elle avec un écho violent qui semblait faire trembler les fenêtres. La boîte gisait à l'avant, intacte. Maître Tate s'est tourné brièvement vers moi, puis a hoché la tête. Un petit signal privé. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Julian avait planifié cela. Il m'avait trahi de son vivant. Mais dans la mort, il avait écrit une dernière vérité, une à laquelle elle ne pouvait échapper, et une que je n'avais pas besoin de prononcer un seul mot pour délivrer. La nuit précédant les funérailles, j'étais assise à ma table de cuisine avec Maître Tate, l'avocat en qui Julian avait confiance depuis des années. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge murale. Caleb dormait à l'étage. Ma mère était dans la chambre d'amis, récitant le chapelet pour la 3e fois de la journée. Maître Tate a ouvert le testament de Julian et l'a fait glisser sur la table. Je ne l'ai pas pris. Il y a quelque chose d'inhabituel, a-t-il dit. Une clause que Julian a ajoutée peu avant sa mort. Il a laissé une boîte pour une certaine Delilah Hart. Savez-vous qui c'est? J'ai ri sans le vouloir. Pas d'amusement, plutôt d'incrédulité. Je sais qui elle est. Il m'a regardé attentivement, essayant de jauger si j'allais bien. Je n'allais pas bien, mais j'avais cessé de m'y attendre. Je me suis penché en avant. Qu'y a-t-il dans la boîte? Maître Tate a hésité. Une photographie et un message manuscrit, scellés dans la boîte. Il a demandé qu'elle soit remise pendant la cérémonie, publiquement. Il a été très précis. J'ai fixé le grain du bois sur la table, pensant à la façon dont cet homme, mon mari, avait orchestré une dernière performance, même dans la mort. Un dernier acte de contrôle, un dernier message. Il voulait vraiment qu'elle le voie devant tout le monde, ai-je demandé. Maître Tate a hoché la tête. Ses mots exacts étaient « Je veux qu'elle entende la vérité là où elle ne pourra pas la déformer ». Une partie de moi se sentait mal. Une autre ressentait quelque chose comme une revanche. J'ai levé les yeux vers Maître Tate. « Alors faites-le. » Il a semblé surpris. « Vous êtes sûr ? » « Non, ai-je dit, mais faites-le quand même. » J'avais passé tant d'années de ma vie à me taire, préservant la paix pour sauver les apparences, pour le bien de mon fils. Mais la paix construite sur le silence n'est qu'un mensonge au ralenti. Et j'en avais fini de mentir, même si je devais laisser Julian dire la vérité à travers les cendres qu'il laissait derrière lui. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, pensant à tout ce que j'avais sacrifié pour être sa femme. Je m'étais plié en 4 pour être suffisante. Je m'étais reproché la distance entre nous. Je m'étais demandé ce qui me manquait pour le pousser dans les bras d'une autre. Mais la vérité n'était pas en moi. Elle était en lui, dans ses choix, dans sa façon d'utiliser le charme comme une monnaie, et la loyauté comme une laisse. Au matin, j'avais pris ma décision. Je ne confronterai pas Delilah. Je ne riposterai pas et ne ferai pas de scène. Je la laisserai parler si elle le voulait. Qu'elle se lève devant tout le monde et raconte le fantasme dont elle avait besoin pour y croire, parce que je savais ce qui allait arriver. Je me suis habillé délibérément ce jour-là, pas pour lui, pour moi. J'ai porté le tailleur noir qu'il n'aimait jamais, celui qui, selon lui, me donnait l'air trop sérieuse. J'ai porté les talons que je n'avais pas touchés depuis mon entretien d'embauche il y a 5 ans. J'ai tiré mes cheveux en arrière et j'ai mis le rouge à lèvres que je portais quand je croyais encore qu'il m'aimait. Je voulais ressembler à quelqu'un qui avait déjà survécu au pire. À l'église, quand Delilah est entrée comme si elle était chez elle, je n'ai pas bronché. Quand elle s'est levée et a déclaré que Julian ne m'avait jamais aimé, je n'ai pas parlé, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'en avais fini de combattre des fantômes avec ma voix. Laisse-la parler, ai-je pensé. Laisse-la parader et sourire et croire qu'elle avait le dessus. Laisse-la croire qu'elle était le secret qu'il gardait le plus près de son cœur.
parce que je savais ce qu'il y avait dans cette boîte. La vérité de Julian n'était pas gentille. Elle n'était ni noble ni rédemptrice. Elle était cruelle dans son honnêteté. Le mot qu'il lui avait laissé était court, une seule phrase, mais suffisant pour défaire tout ce qu'elle pensait qu'ils avaient. Maître Tate me l'avait montré. Je l'avais lu une fois, et une seule fois. À Delilah. Pour les années que j'ai volées à toutes les deux. Je ne t'ai jamais aimé. J'avais seulement besoin de toi pour me sentir désiré quand je ne méritais pas de l'être. Il ne m'avait pas écrit de lettre, aucune excuse, aucune explication. Peut-être était-ce sa dernière insulte ou sa reconnaissance silencieuse qu'il me devait plus que les mots ne pourraient jamais compenser. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus besoin de rien de sa part. J'ai donné le feu vert à Maître Tate. Laissez-la ouvrir la boîte. Que la vérité soit forte pour une fois. Parce que parfois, le silence est puissant. Et parfois, laisser quelqu'un s'exposer est plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance que l'on pourrait jamais planifier. L'air à l'intérieur de l'église semblait différent au moment où elle a touché le couvercle. Ce n'était pas seulement calme. C'était plein d'attente. Comme si toute la salle savait que quelque chose allait arriver, sans savoir quoi. Je pouvais sentir les regards ricochant entre moi, Delilah et la boîte dans ses mains. Caleb était blotti contre moi. Ma mère n'avait pas bougé d'un pouce depuis que l'avocat s'était avancé. Delilah se tenait à l'avant, encadrée par les lys blancs et la photo de mon mari souriant à une vie qu'il avait déjà ruinée. Elle tenait la boîte en bois délicatement, comme si c'était quelque chose de sacré. Je me demandais si elle pensait y trouver une bague ou une lettre lui disant qu'il l'avait toujours aimée. Peut-être croyait-elle qu'il m'avait laissé derrière dans la mort de la même manière qu'elle pensait qu'il m'avait laissé dans la vie. Mais Julian n'était pas si net. Il était désordonné, et sa vérité était toujours plus lourde que ses mensonges. Elle a ouvert le loquet de la boîte lentement, comme si elle voulait savourer l'instant. Puis elle l'a vu. Au début, elle n'a pas réagi. Elle a juste regardé à l'intérieur. Ses doigts planaient au-dessus du contenu, figé. Son visage n'a pas changé. Pas de sourire larmoyant, pas de halètement soudain, juste une immobilité comme si son cerveau refusait de croire ce que ses yeux voyaient. Puis sa contenance a craqué. Sa bouche s'est entr'ouverte, ses yeux se sont écarquillés. Elle a sorti une unique photographie. C'était un cliché pris sur le vif, elle et Julian souriant sur une plage, les bras enlacés. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais j'ai su tout de suite que ce n'était pas un de leurs rendez-vous cachés. C'était quelque chose qu'elle avait dû prendre fièrement, croyant que cela signifiait plus que la réalité. Elle l'a retourné. C'est là qu'elle a fait le bruit. Pas un halètement, pas un sanglot, un cri. Un son aigu, brisé, qui a percé toute la salle. Le genre de cri que l'on pousse quand un mensonge sur lequel on a bâti sa vie s'effondre en un souffle. Elle a laissé tomber la photographie et a reculé en trébuchant, ses talons ont vacillé, la boîte a heurté le sol, le couvercle s'ouvrant. Elle m'a regardé, les yeux pleins de fureur, de confusion et de chagrin. Mais je n'ai pas bougé. Maître Tate s'est avancé et a ramassé la photographie tombée, prenant soin de ne pas parler. Une femme au deuxième rang s'est levée et a dit « Que se passe-t-il » Delilah s'est retournée, le visage rouge, la poitrine haletante. Il m'a menti. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il la quittait. Des chuchotements ont éclaté dans les bancs. Certaines personnes secouaient la tête. D'autres se rapprochaient, murmurant comme si les ragots pesaient plus lourd que le chagrin. Elle s'est agrippée la poitrine, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour la sauver de l'embarras qui lui montait à la peau. Elle n'était pas seulement brisée. Elle était exposée. Son identité entière, son rôle dans la vie de Julian, se défaisant devant des étrangers. Puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'est dirigée vers moi. Un pas, deux, puis trois. Ses yeux fixés sur les miens, hagards et tremblants. Je me suis levé lentement, plaçant Caleb derrière moi et posant ma main sur le banc. « Pourquoi » a-t-elle demandé, sa voix craquant comme du verre sous les pieds. « Pourquoi m'aurait-il fait ça » Je l'ai regardé pendant ce qui m'a semblé une minute entière. Puis j'ai dit clairement et sans émotion, parce qu'il me l'a fait à moi d'abord. Puis je me suis rassise. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, clignant des yeux comme si elle avait été giflée. Ses bras sont retombés le long de son corps, et elle s'est retournée pour partir. Ses talons ont résonné plus fort cette fois. Pas net, pas fier, juste inégaux et incertain. Elle a poussé les portes de l'église et a disparu dans la lumière du soleil. Tout le monde regardait fixement. Certains la portent, certains la boitent, et quelques-uns moi. Je ne leur ai rien donné. Pas de larmes, pas de sourire narquois, pas de murmures, je vous l'avais bien dit.
Je n'avais plus rien à prouver. La voix de Julian n'a jamais été entendue ce jour-là, mais son message a résonné plus fort que n'importe quel éloge funèbre. Il ne lui a laissé rien d'autre que la vérité et ce faisant, m'a finalement donné la seule chose qu'il n'a jamais pu me donner de son vivant. La clarté. Après les funérailles, je ne suis pas allé à la réception. J'ai laissé les invités sortir en file, les yeux lourds de choses qu'ils n'avaient pas le courage de dire. Ils m'ont fait de légers hochements de tête, de faibles sourires, de brèves étreintes. Quelques-uns ont offert des condoléances superficielles sur la façon dont le chagrin peut rendre les gens étranges, prétendant ne pas avoir vu une femme se faire déshabiller émotionnellement en public. Laissez-les parler. J'ai raccompagné Caleb à la voiture. Il était silencieux, serrant la petite croix en bois que les pompes funèbres avaient distribuée. Une fois à l'intérieur, il a finalement parlé. « Maman, qui était cette dame ?» Je n'ai pas menti. C'était quelqu'un que ton père connaissait, ai-je dit. Quelqu'un qui pensait être importante pour lui. Il a regardé par la fenêtre pendant quelques secondes, puis a demandé « Est-ce qu'elle t'a fait du mal ?» J'ai marqué une pause, considérant la question. Comment expliquer la trahison à un enfant de 10 ans sans lui donner l'impression qu'il vient de quelque chose de brisé? Elle ne m'a pas fait de mal, ai-je dit finalement. Lui, oui, mais je ne vais pas porter ça éternellement, et toi non plus. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que je ne le pensais, puis s'est appuyé contre mon bras pendant que nous rentrions à la maison. Ce soir-là, la maison semblait différente. Non pas parce qu'elle était plus calme, Julian ne l'avait pas vraiment remplie de rire vers la fin, mais parce que pour la première fois, le silence n'était pas suffocant. C'était de l'espace. Il était à moi. Je suis entré dans notre chambre. Non, ma chambre maintenant. Je me suis tenu sur le seuil, observant le lit que nous partagions, la table de nuit qu'il ne nettoyait jamais, le tiroir où j'avais trouvé les reçus qui avaient commencé l'effondrement. Ça ne ressemblait plus à une zone de guerre, juste une pièce. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti le dernier costume qu'il avait porté, celui de notre dîner d'anniversaire 1 an avant sa mort. J'ai passé mes doigts sur le revers, essayant de me souvenir de ce que c'était de l'aimer sans remettre en question chaque mot, chaque appel tardif, chaque regard distant. Cette version de lui a existé autrefois, mais aimer quelqu'un n'est pas la même chose que le connaître. Et je ne connaissais pas vraiment Julian. Pas avant qu'il ne soit trop tard. J'ai posé le costume sur le lit, les plié soigneusement et les mis dans une boîte pour les dons. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais besoin de rien de tout ça. Le lendemain matin, j'ai fait des pancakes pour Caleb. J'ai mis de la musique pendant que nous mangions. Il a ri pour la première fois depuis des semaines. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne pleurais plus Julian. Je me pleurais moi-même. La version de moi qui croyait que l'amour devait se mériter. Que la loyauté signifiait le silence. Que la force se mesurait à la quantité de douleur qu'on pouvait endurer sans broncher. Mais cette version de moi avait disparu. Je ne suis pas en colère contre Delilah. Plus maintenant. Je pense qu'elle l'aimait à sa manière. Ou peut-être aimait-elle simplement être choisie, comme moi autrefois. Mais l'amour construit sur des mensonges n'est pas de l'amour du tout. C'est de la survie. Et j'en ai fini de survivre. Je veux vivre. Julian pensait que la vérité la blesserait. Et ce fut le cas. Mais elle m'a libéré. Et peut-être, de la manière la plus tordue qui soit, c'était son dernier cadeau. On dit toujours que les funérailles sont pour les vivants, pas pour les morts. Je pensais que cela signifiait tourner la page. Maintenant, je pense que cela signifie le choix. Vous avez le choix de décider quel genre de personne vous serez quand les pires moments de votre histoire seront terminés. Vous avez le choix de décider si la douleur devient votre prison ou votre tournant. J'ai choisi la seconde option. Alors que je me tenais près de la fenêtre ce matin-là, café à la main, regardant Caleb courir après le chien dans le jardin, j'ai réalisé que je n'attendais plus rien. Pas d'excuses, pas de réponse, pas quelqu'un pour me sauver du chagrin. Je m'étais sauvé moi-même. Si cette histoire vous a ému ou vous a fait réfléchir sur l'amour, la trahison ou la force d'une manière différente, partagez-la. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de l'entendre aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous dit quelque chose ce jour-là? Et si vous voulez d'autres histoires vraies et profondes sur le chagrin d'amour, la guérison et tout ce qu'il y a entre les deux, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » si celle-ci vous a touché, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. Merci d'avoir écouté ma vérité. On se retrouve dans la prochaine.